fois, la principale thématique de ce soir consacrée bien sûr aux préparatifs autour de la 9e édition du Congrès panafricain de Lomé. La question qui se pose est celle de savoir si la diplomatie togolaise peut-elle réellement peser sur les enjeux géopolitiques mondiaux pour faire résonner la voix du continent africain. Comment expliquer justement la démarche, voire le positionnement du président togolais Faure Gnassingbé au regard justement du contexte, ou tout simplement quel est le bilan que nous devons aujourd'hui dresser de tous les pré-congrès organisés jusqu'ici par la diplomatie togolaise au moment où le chef de la diplomatie en question, le professeur Robert Dussé, parle d'un moment qui devrait visiblement marquer un renouveau pour le panafricanisme. Écoutons tout d'abord le professeur Robert Dussé. Nous avions, mesdames et messieurs, entamé ce processus devant conduire à la tenue de notre 9e congrès panafricain dans une situation assez particulière. Comme vous le saviez, l'Afrique aujourd'hui est peinte ou est toujours montrée du doigt comme un continent en retard. L'Afrique est toujours montrée du doigt comme un continent où rien n'est fait et rien n'est possible à faire. L'Afrique aujourd'hui est montrée du doigt par la gouvernance politique, économique et même culturelle comme un continent de désespoir. Malheureusement, nous sommes victimes de cette présentation négative du noir, de l'africain, du continent africain, voire de l'afro-descendant et afro-brésilien que vous êtes et que nous sommes tous. Nous sommes victimes parce que parmi nous aussi, certains pensent et croient effectivement, peut-être je vais vous choquer dans cette salle, que nous sommes rien et que l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, peut-être qu'il n'y a même pas un bâtiment comme ça, qu'il n'y a pas de building, il n'y a pas d'aéroport, on vit dans les arbres et comme animaux sauvages, ce ne sont pas les chiens, c'est les girafes, les lions. Vous voyez un peu qui font peur. Cette mentalité nous a été inculquée par les dominateurs, par ceux qui ne veulent pas voir le continent africain et les peuples d'origine africaine prendre un jour le lead sur l'histoire universelle. Et c'est dans ce contexte que la décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'abriter ce sommet et d'abriter ce congrès et de l'abriter au Togo. D'abriter ce congrès, le congrès panafricain de Lomé. Chez Lulosson, le contexte, il est décrit. Quand on écoute le professeur Robert Dussé, le chef de la diplomatie togolaise, il est question clairement aujourd'hui pour l'Afrique d'occuper cette place, celle du lead, c'est-à-dire le continent aujourd'hui qui donne l'orientation, la direction. Parce qu'à chaque fois, il est peint, comme il le dit, d'un continent en retard, au regard justement de toutes les avancées à travers le monde. Mais du coup, la question que moi je vous pose, vous étant Togolais, est celle de savoir, votre pays peut-il porter ce combat, celui de la lutte pour la souveraineté de l'Afrique? C'est une très très bonne question, M. Nguéné, et qui pose fondamentalement la problématique. Le Togo ne peut pas se permettre, en tout cas, en l'état actuel, à prétendre organiser le congrès panafricain. Il en a déjà organisé d'autres, M. Cheilou Lawson, jusqu'ici. C'est, je dirais, une contradiction flagrante dans les principes, dans les valeurs, dans la vision et dans ce qu'est fondamentalement le panafricanisme. On a le sentiment que M. Dussé ne comprend pas ce que c'est que le panafricanisme et veut tout simplement, de façon politicienne, n'est-ce pas, utiliser l'aura du panafricanisme pour pouvoir badigeonner le tombeau d'un régime qui est à l'opposé de tout ce que le panafricanisme pose. Alors, pourquoi le Togo ne peut pas porter ce combat? D'abord parce que le Togo reste encore le vestige
n'est-ce pas, du néocolonialisme, de ce système qui a esclavagisé les Africains. Le Togo est sous une dictature de 60 ans. Et cette dictature a été implantée par la France, tout simplement parce que la France n'a pas accepté qu'au sortir des deux guerres, les nationalistes togolais puissent, n'est-ce pas, convaincre la SDN, qui est l'ancêtre de l'ONU, et qui a confié, après que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, le Togo a été divisé entre les Anglais et les Français. Alors, les Anglais ont été assez intelligents. En tout cas, ils ont utilisé une perfidie pour attacher la partie qu'ils ont occupée à la Gold Coast en précipitant, n'est-ce pas, l'indépendance en 57. Et donc, le Togo a perdu une partie. La France voulait faire la même chose avec le Bénin. N'a pas réussi face au combat nationaliste de Sylvanus Olympio et de ses camarades, et qui a forcé l'ONU à venir organiser les élections, à superviser les élections au Togo. Ces élections ont consacré l'indépendance en 58. Et à partir de là, la France n'a pas du tout accepté de perdre le Togo dans les mains des nationalistes. Alors c'est ce qui a amené la France, par exemple, à refuser d'organiser, puisque De Gaulle proposait, à travers un référendum, si les pays africains avaient le choix de rentrer dans l'Union africaine, dans l'Union française, et bien à partir du Togo, vu ce référendum de 58, c'est ça qui a fait aussi que, à partir du Togo, la Guinée, avec Sékou Touré, a rejeté cela. Et quand les nationalistes camerounais ont voulu faire la même chose, ont demandé également que l'ONU intervienne, puisque l'ONU a placé également le Cameroun sous la SDN sous mandat de la France et puis de la Grande-Bretagne, eh bien, les Français ont stoppé, n'est-ce pas, dans toutes les colonies françaises, le fait d'organiser des référendums, des élections. Donc, ils ont imposé aux Camerounais la guerre, ils ont rasé des villages, ils ont tué des Camerounais et ont posé à Ahidjo comme président. Et depuis, le Cameroun également est sous cette dictature france-africaine avec le régime de quarantenaire de Paul Biya. Et donc, nous sommes dans cette dynamique qui fait que le président togolais Sylvanus Olympio a rejeté les accords léonins que la France proposait, notamment le franc CFA, le droit, n'est-ce pas, de disposer de nos ressources, d'imposer la langue, etc. Donc, le fait que le président togolais Sylvanus Olympio a décidé d'aller vers la monnaie togolaise, un mois plus tard, eh bien, il a été assassiné par qui? Par les soldats démobilisés de l'armée coloniale que la France a monté pour pouvoir assassiner le président. Et depuis, le Togo est sous une dictature soixantenaire de père en fils. Alors, comment ce pays aujourd'hui peut se permettre, n'est-ce pas, de poser la problématique du 9e congrès? C'est de la chimère, c'est de la poudre aux yeux. Puisque si on en vient aux éléments, ça c'est l'élément politique, mais si on en vient je dirais, aux fondamentaux même du panafricanisme, le Togo n'a jamais posé la question du franc CFA jusqu'à ce jour. Le Togo n'a jamais rejeté les accords léonins jusqu'à ce jour. La seule chose que le Togo fait, qui parfois séduit certains panafricanistes, c'est cette sensibilité par rapport aux pays de l'AES. Ce n'est pas suffisant pour poser les fondamentaux du panafricanisme. Et donc, voilà que je voudrais, à ce point de mon raisonnement, convoquer ce que c'est que le panafricanisme. Le panafricanisme, c'est la résistance face à un système, n'est-ce pas, d'oppression, de violence et de prédation que l'Occident a organisé et qui les a amenés en Afrique, n'est-ce pas, à pouvoir esclavagiser les Africains. Et ça a conduit à 400 ans d'esclavage et la résistance de ces Africains déportés face à ce système esclavagiste qui les a amenés à poser les premiers pas du panafricanisme. Alors, pour aller rapidement, Haïti a été, avec Toussaint Louverture, je dirais, au niveau du XXe siècle, cette résistance. Mais qu'est-ce que la France a fait d'Haïti jusqu'à ce jour? Vous voyez, le système de dette imposée à Haïti pour son indépendance a été multiplié, en tout cas, dans tous les pays francophones aujourd'hui. Alors, on ne peut pas poser la question du panafricanisme sans revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la souveraineté des Africains,
la dignité des Africains, le fait que les Africains soient capables de disposer d'eux-mêmes, de leurs ressources, de leur culture. On n'en est pas là. Donc, quand vous voyez toute la programmatique de ce 9e congrès, ces questions ne sont pas du tout posées. Ce qui est posé, c'est comment réinventer le panafricanisme. Il y a un discours assez vindicatif sentimental contre les maîtres d'hier, mais fondamentalement, les questions ne sont pas posées. Et donc, de ce point de vue, nous pensons que le Togo est très mal passé pour poser la question du panafricanisme, puisque le président qui a été assassiné au Togo, Sylvanus Olympio, et qui a, le régime togolais est monté sur la tombe de Sylvanus, Sylvanus est toujours enterré dans un pays étranger qui est le Bénin. Donc cette question même n'est pas posée. Les Togolais continuent. Ils sont, je viens de l'évoquer, une centaine dans les prisons de Fond-Yacine et ils ne sont pas libérés. Alors, comment on peut parler du panafricanisme quand on continue par utiliser les mêmes mécanismes que l'Occident utilise pour terroriser, pour tuer, pour blesser, pour esclavagiser les Africains? Donc, où est l'humanisme dans cette démarche? Donc, on fait un blackout sur la violence, n'est-ce pas, de ce régime, sur la terreur de ce régime, et on invite les gens aux frais du contribuable togolais pour pouvoir boire et faire des démonstrations assez vaseuses, tout en sachant que non, on s'assoit sur la douleur, n'est-ce pas, des Africains du Togo. Donc, il me semble, sur le plan idéologique, sur le plan de la vision, pour sortir, M. Ché, des fondamentaux que parler du panafricanisme avec le Togo, c'est l'hôpital qui se moque quelque part de la charité, en tout cas de votre point de vue. Est-ce également la même déduction que vous... Les Africains panafricanistes reposent vraiment le débat de l'Afrique, de l'indépendance de l'Afrique, de la souveraineté de l'Afrique, et on voit ce que font les pays du Sahel. Pour poser, ici, dans ce programmatique, on ne parle même pas du plan de Lagos. Toute l'historicité, Nkrumah n'aime même pas, c'est-à-dire, sur le plan intellectuel en tout cas, c'est se moquer des Africains, c'est se moquer du monde quand le Togo pose cette problématique sans vraiment convoquer les fondamentaux du panafricanisme, son historique, sa vision et surtout sa mission pour la liberté. Quand aujourd'hui on voit l'Europe qui s'organise pour la recolonisation, cette question aussi n'est pas posée. Il nous semble que le Togo est complètement à côté de la plaque. Merci à vous, M. Cheilou Lawson. Alors, professeur Soro, parleriez-vous aussi de l'hôpital qui se moque de la charité, alors que pour la diplomatie togolaise, ce rendez-vous prévu dans quelques jours seulement devrait marquer le renforcement, voire le renouveau du panafricanisme. Le Togo qui abrite un congrès panafricain. Question justement de permettre à l'Afrique de porter ce rôle de leadership, ce continent qui, selon le professeur Robert Dussier, joue un rôle de leader sur la scène internationale. Donc, moi, je pense que je vais être plus grave que lui parce que le Togo... Vous savez, le Togo est l'un des pays les plus pauvres du monde, hein, malgré l'indice de développement humain qui est maquillé. D'abord, le Togo, son PIB, je ne sais même pas si ça vaut Yaoundé ou Douala. Bon, vouloir être présent à travers Grande Messe qu'on n'a ni la compétence, ni la capacité, ni la légitimité d'assumer, moi, je crois que c'est un risque périlleux. Mais je sais qui est derrière. Qui est derrière? C'est la France qui est derrière. C'est la France qui est... Oui. La France qui est derrière? Ouais, c'est comme le syndicat des présidents que représentait l'OUA et qui, à travers l'Union africaine, qu'on a arraché des mains de Kadhafi. Vous voyez bien que ça n'avance pas parce qu'il y a des incompréhensions, parce qu'il y a des acteurs qui veulent s'impliquer dans la gestion des choses de l'Afrique alors qu'ils n'ont rien à voir avec nous. Ils sont là pour piller. Donc, dans le cas du Togo, ça peut être juste un marché folklorique où les gens pourraient aller pour poser d'autres problèmes à côté. Parce que, comme je dis, légalement, légitimement et même culturellement, le Togo ne peut pas porter ces débats. Il est trop lourd pour lui. C'est comme si vous vouliez porter une charge de 400 tonnes alors que vos muscles ne font pas 50 kilos. Le Togo a béni des pré-congrès avec le soutien de plusieurs pays africains. Non. Ils sont même allés jusqu'au Brésil pour parler d'afro-descendants. Eux, ils sont allés là-bas. Les Togolais, non. Ils ont une grande diplomatie avec le Bénin autour de ce qui est retour aux sources. On le connaît. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fils et des filles du Togo. D'abord, ce sont mes beaux-frères. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fils et de filles du Togo qui soient positivement et sérieusement engagés dans la reconnexion
le retour aux sources et la reconnaissance de l'humanité noire à travers les Caraïbes et pour faire une fusion avec le continent mère. Oui. Mais la question du panafricanisme est une question éminemment politique. Quand vous voulez la porter, vous devez vous engager au moins à 3 choses. La première, c'est parachever le développement politique, l'indépendance par l'indépendance économique. Et là, on revient sur la question centrale de la monnaie. La deuxième, c'est organiser et s'engager pour une défense africaine. On voit bien qu'à l'AES, là, le Togo, il ne sait même pas de quel côté aller. Il est question de filles et de filles africaines qui sont assassinées par les mercenaires armés par la France et ses amis, qu'on a habillés en terroristes djihadistes, mais tout le monde sait que c'est des mercenaires qu'on a libérés et payés, et qu'on envoie assassiner des gens pour déstabiliser les pays. Le Togo fait quoi depuis ? Depuis que les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens se battent, ils ont fait quoi ? Troisièmement, sur le plan économique, avec la forte pression que connaissent ces pays qui sont enclavés, le Togo a une petite portail sur la mer. Qu'est-ce qu'elle a proposé ? Donc, de grâce, et même sur le plan de la dignité socio-culturelle mystique. Mais le père de Faure n'a fait que assassiner les Togolais depuis qu'il est au pouvoir. Que son fils ait au moins le courage, comme le pape a eu le faux courage de venir demander pardon aux Africains, qu'il ait au moins le courage d'aller demander pardon aux familles de ses enfants. On a vu l'ancien Zaïre devenu Congo aller enterrer la dent de Lumumba. Parce que ces choses, si vous ne les faites pas, vous êtes maudits. Donc, vous ne pouvez rien faire de bon. Oui. Même sur le plan économique, ça s'est vérifié. D'ailleurs, au Cameroun, nous avons un peuple ici qui le vit régulièrement. Les gens pensent que c'est des jeux. Non. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si vous ne vous êtes pas réconcilié avec votre histoire. Et dans le cas du Togo, oui, il lui est impossible, on ne le nie pas, mais il lui est ontologiquement et spirituellement impossible de porter la voix des Africains, même si tous les autres chefs d'État l'adoubent. C'est impossible. Parce que mystiquement, Gnassingbé ne peut plus parler au nom des Africains. Je vous ai dit que le sang des Africains coûte déjà très cher. Si vous voulez imaginer le prix, c'est un peu ce que les leucodermes et les Arabes de religion juive font. Quand on tue un, ils tuent 10 000 et personne ne parle. Nous en sommes là aujourd'hui en Afrique. Ceux qui nous ont tués là, qu'ils sachent qu'on ne peut plus rien leur céder, rien du tout, y compris à leurs lieutenants. Même ici au Cameroun, voilà, les gens gesticulent là, ils gesticulent pour rien. Rien ne va se faire de bon. Donc, voilà. Gnassingbé, peut-être l'idée est bonne. Maintenant, comme c'est acté, ce qu'ils peuvent faire, c'est que quand nous allons arriver là-bas, qu'ils laissent les vrais héritiers porter la parole. C'est un peu comme on dit chez nous dans le Mborbassa, on peut te mettre là. Mais quand les vraies choses commencent, tu sais que tu es assis là, mais tu n'as rien. Et les vraies personnes se mettent donc à parler de leurs choses. Voilà. Tapé Groubera, en 3 minutes également sur le sujet, avant éventuellement de retrouver nos partenaires dans un très court instant seulement. Tapé au regard justement des enjeux, du contexte. Il ne s'agit pas la première fois que nous parlons justement d'un congrès panafricain organisé par le Togo, puisque nous en sommes d'ailleurs à la 9e édition. Et à chaque fois, des arguments sérieux sont avancés quand on écoute justement cette diplomatie togolaise dans une véritable opération de séduction à travers le monde entier par des congrès, ou du moins par des pré-congrès organisés en prélude justement à ce grand rendez-vous prévu à Lomé dans quelques jours seulement. Alors, remettez-vous également en cause la démarche ou alors, là, au regard des faits, comment on y va en mettant au devant de la scène, justement, les intérêts même des peuples africains, même si l'Afrique n'est pas, du moins, à l'origine de cette initiative portée aujourd'hui par Lomé. Merci. Mes prédécesseurs ont vraiment déjà balayé le terrain. Moi, je vais revenir sur l'élément historique qui est très important parce que ce qu'on veut faire au Togo, c'est à l'initiative de l'impérialisme et c'est de faire du folklore. Est-ce que le Togo a décrété une seule journée? Par exemple, je prends l'exemple du 20 novembre. Pourquoi le 20 novembre? Parce que l'histoire du panafricanisme est une histoire qui est liée au sang des Africains. En 1550 et 51, va avoir lieu ce qu'on appelle la controverse de Valladolid, au cours de laquelle Selpulcra et comment il s'appelle, Bartolomé de Las Casas vont se réunir devant le roi de l'Espagne à l'époque et ils vont dire que
il va défendre plutôt les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, pour leur dire qu'on arrête de les mettre en esclavage et qu'ils sont aussi des humains comme les autres, et va demander à ce qu'on puisse le faire contre les Africains. Voilà comment la décision est prise. Contrairement aux gens qui racontent des histoires à demi debout en racontant que les Africains ont vendu les Africains, c'est faux. Donc c'est une décision politique qui a été prise en 1551, c'est-à-dire officiellement. Et à la suite de ça, quand on va commencer à rasier et déporter nos parents, il va y avoir des mouvements. On ne parle jamais, j'ai dit on ne parle jamais, pratiquement des quilombos. Est-ce que vous savez qu'il y a eu le premier mouvement panafricain lorsque nos parents ont été déportés, qui a eu lieu de 1605 à 1695 par là. Donc, c'est le plus grand mouvement. Donc, des historiens même parlent de 1710, puisque le leader à l'époque, qui s'appelle Zumbi, a été assassiné le 20 novembre 1695. À la suite de ça, vous avez ce qui s'est passé, j'en ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire la nuit du 18 au 19 novembre 1803, où la plus grande armée à l'époque, qui a terrorisé toutes les armées en Europe, celle de Napoléon, a été battue par les nègres marrons. Quand on parle des nègres marrons, ce sont les esclaves qui ont fui, comme ça s'est passé avec cette première organisation panafricaine. Donc, ça veut dire que chaque fois que les Africains sont dans une difficulté, je vous ai parlé déjà des quilombos, qui ont eu lieu de 1606 à on peut dire aux alentours de 1695, après la mort comment on appelle, des zombies. Ensuite, vous avez Haïti qui va apparaître. Et après Haïti, donc, il va commencer le mouvement sur le plan idéologique, comment réunir, puisque déjà, nous avons été vaincus, souvent par différentes méthodes, parce que nos adversaires avaient utilisé tous les moyens. Et c'est comme ça va naître ce qu'on appelle aujourd'hui la première conférence en 1900, et qui va donner lieu à la conférence de 1919, bien évidemment avec le Sénégalais Diagne, qui va la faire à Paris, parce que l'objectif, en fait, membre de la SFIO, la Société française de l'Internationale ouvrière, il voulait donc donner des gages auprès de ses maîtres pour qu'on ait ce congrès. On va sauter, on va arriver au 5e congrès qui va lieu en 1945, parce que nous sommes à la veille de la guerre, communément appelée Deuxième Guerre mondiale, mais qui est une guerre entre les Européens, et c'est une occasion. Donc, vous voyez que ces congrès-là sont des congrès significatifs parce qu'ils ont un enjeu réel. Et puis, que je peux appeler le bon congrès, le dernier, c'est le congrès qui a eu lieu en 1974, parce qu'en partie de ce mois encore, nos pays sont occupés et ça va avoir lieu en Tanzanie. Après, le reste, ce ne sont que des congrès où on est en train de chercher à organiser, comme on veut le faire au Togo, pour donner lieu à un genre de folklore. On finit, on est là. Donc, l'enjeu du panafricanisme, ou bien les soi-disant congrès qui ont été faits au départ, il y avait un enjeu réel. Tout à l'heure, mes prédécesseurs l'ont dit. Est-ce que le Togo se trouve dans une dynamique de solidarité vis-à-vis des pays de l'AES? Non. Ils font plus du business. Est-ce que le Togo remet en cause les bases militaires françaises qui sont installées injustement sur le continent mère, l'Afrique? Non. Est-ce que le Togo remet en main cette monnaie coloniale qu'est le franc CFA, dont j'en ai parlé dans mes 2 livres, notamment, j'ai fait le grand développement dans le 2e livre, et De Gaulle trahit l'Afrique? Non. Vous voyez que tout ça, ce sont des questions fondamentales. Il y en a d'autres dont on peut éduquer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas au Togo des rues qui portent le nom de De Gaulle, le nom de tel, etc., qui sont des assassins des Africains? Vous voyez, donc c'est ça le véritable problème. Est-ce que le 1er décembre de chaque année, puisque le 1er décembre 1944, c'est là que la France a tiré 508 balles, dont j'en parle dans mon livre, sur nos parents qui sont levés, qui ont quand même combattu à Tiaroy. Est-ce que c'est une journée fériée, chômée, payée au Togo? Non. Vous voyez, on peut donner de longs exemples. Ici, on veut se donner de la contenance, ce n'est pas ça. Un congrès ne se décrète pas. Dans le cadre du panafricanisme, il y a un contexte qui donne lieu à un congrès, mais ce n'est pas du folklore qu'on va organiser. Aujourd'hui, ce qu'il faut, les Africains eux-mêmes, à un moment donné de leur histoire, vont s'asseoir pour dire que nous devons organiser un congrès parce que nous sommes à un point A, on va aller à un point B. Mais le Togo est véritablement mal placé et il n'est pas le seul. Et surtout que c'est l'Union africaine. L'Union africaine qui est financée à combien? À près de 60% par l'Union européenne. Ici, il faut comprendre l'enjeu, c'est qu'avec le mouvement qui s'intensifie en Afrique,
de la libération, de cette quête de libération qui passe à travers les Africains, il y a lieu de chercher à caporaliser ce mouvement-là. On va créer, et vous allez voir qu'on va créer un genre de leader panafricain. On va essayer de le désigner à travers des médias pour dire c'est M. Gourbea Tapé, le nouveau leader du panafricanisme, parce qu'il est venu au Togo, il a fait, pour que les gens, ça rentre dans les oreilles. Et moi, c'est ce que je vais dire, qui va être une parole d'évangile, une parole du coranique, une parole, je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas de ça. Le panafricanisme, c'est tous les ans, les filles et les fils, qu'ils soient de la diaspora, comme Haïti, comme Guadeloupe, comme sur le continent, mais c'est tout cela qui parle de panafricanisme. Est-ce que le Togo a fait quoi jusque-là pour, par exemple, Haïti? Parce que la révolution Haïti, c'est la plus grande révolution. Oui. Haïti, dans sa constitution de 1805, est le premier, je dirais, le premier État au monde à parler de la laïcité. Vous prenez l'article 50 et l'article 51 de la Constitution du 20 mai 1805. Est-ce que... Pour sortir, M. Gourbera. Voilà. Donc, je sors par là pour vous dire que, réellement, ce qui va se passer au Togo, M. Ducé, il sait que c'est du folklore, on les a envoyés pour distraire les gens, mais les Africains sont tellement sereins qu'on ne va pas le faire. La première des choses qu'il devait faire, s'il veut parler de panafricanisme, c'est de libérer tous les Togolais qui sont là-bas. C'est de permettre à ce que les fils et les filles du Togo qui sont en exil rentrent chez eux. Ça, c'est le principe premier. Si tel n'est pas le faire, il ne faut pas qu'on nous dérange. Comme disent les Ivoiriens, si tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas nous déranger. Tapé Gourbera, merci à vous pour votre contribution. Tapé Gourbera, le rendez-vous, il est pris d'ailleurs du côté du Togo. Ça sera précisément du 29 octobre au 2 novembre prochain pour ce très grand rendez-vous, d'ailleurs attendu par bon nombre d'observateurs. La diplomatie togolaise s'active également de son côté pour faire de ce rendez-vous une véritable réussite au regard justement des enjeux, mais également des arguments avancés. Jusqu'ici, instant partenaire sur les antennes de For You Media Africa avec bien sûr nos partenaires de Brain STS qui sont avec nous. En bref, le bilan, bien sûr, de cet événement importantissime organisé le 4 septembre dernier par cette agence marketing en question, un événement, une expérience unique, voire inoubliable. C'était du côté du port autonome de Kribi. Et pour en parler ce soir, Mike Sidnier est avec nous. Merci à vous, Mike. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat qui se passait là, parce que c'est aussi un domaine dans lequel nous exerçons et nous espérons que ce n'est que de cette façon que l'Afrique va bouger. Et en même temps, puisque le port autonome de Kribi est justement au cœur de l'actualité économique du pays, donc c'est un pilier stratégique dans la gestion de nos matières premières, et nous avions le 4 septembre donc avant-hier, nous avons fait une visite magnifique avec un ensemble de partenaires qui sont allés découvrir justement ce que c'est que le port. Alors, que retenir de façon générale autour justement de cet événement? Vous êtes revenu justement sur l'apport du port autonome de Douala, l'accompagnement justement de votre agence marketing, Brain STS. Alors, de façon générale, que faut-il retenir de cet événement importantissime? Déjà, c'est plus pour les participants c'est plus du côté des participants qu'il faut regarder les opportunités qu'ils devraient avoir et qu'ils ont eues. Parce que de façon magistrale, il y a eu une superbe présentation de M. Michael, le DEX du port autonome de Kribi, qui a présenté majestueusement un certain nombre on le voit dans une bonne ambiance, d'opportunités. Et nous sommes allés faire, non, au-delà de la visite qui était prévue, regarder, par exemple, discuter avec des différents segments justement du port autonome de Kribi, avec des responsables qui nous ont vraiment donné envie vraiment de porter justement ce joyau industrialo-portuaire qui nous a été remis justement par le président de la République, et nous sommes tellement fiers d'avoir ce genre de dynamisme autour du port autonome de Kribi. Et c'était quoi l'objectif recherché justement par l'événement en lui-même? Et tout ce qui a été mobilisé autour comme logistique, on vous a vu, vous avez mobilisé les hommes de médias, entre autres également au passage, l'accueil des plus chaleureux sur le terrain. C'était quoi l'objectif? Quel est le message qu'on véhicule derrière
Le message était déjà de faire, de passer, de dire aux entrepreneurs, surtout aux chargeurs, Oui. d'utiliser la plateforme, puisque le plus souvent, le gros problème, c'est l'information. Et quelle information est-ce que le chargeur, qui a envie, par exemple, de prendre sa marchandise du côté de la Chine, est-ce qu'il a la bonne information, par exemple, pour choisir le port autonome de Kribi? Parce que le plus souvent, les gens ont tendance de regarder plutôt le côté coût. Quand je dis coût, ça veut dire partie du port de Kribi pour Douala. Et pour ceux qui sont du côté de Douala, ils se disent ça risque d'être difficile. C'est parce qu'on n'a pas la bonne information à la base aussi. Ils n'ont pas la bonne information. Pourtant, en choisissant une ligne maritime, en partant de la Chine jusqu'à Douala dans son magasin, en passant par le port de Kribi, il va voir qu'il fait d'énormes économies. Donc, l'idée était déjà d'informer un certain nombre de partenaires de la façon dont le port de Kribi opère, mais aussi des innovations qui, justement, aujourd'hui, au niveau du port de Kribi, est en train, justement, de faire vraiment, comme on dit au quartier, fait mouche, mais également aussi de dire aux investisseurs qui peut être toi, moi, ou certains opérateurs qui ont envie d'avoir, je veux dire comme ça, des aires de stockage. Par exemple, au niveau du Kribi, il y a des facilités que les gens ne savent pas, mais également aussi pour des investisseurs qui souhaitent accompagner justement ces entrepreneurs. Nous leur disons, le port autonome de Kribi vous ouvre gratuitement les portes, et c'est justement ça l'objet de la présentation. Je crois que l'ensemble des participants étaient tellement fiers et étaient tellement heureux de cette belle opportunité qui leur a été faite par le port autonome. Quand on dit fier, heureux, ça veut dire qu'on en redemande, forcément. Et bien évidemment, fier, heureux, bien disons que c'est un programme qui va se faire trimestriellement. Et justement, nous ne voulons pas faire aller les gens. Je veux dire, ce n'est pas les mêmes personnes qui vont aller. Donc, l'idée ici, c'est de faire que l'ensemble des opérateurs économiques, surtout ceux qui font dans l'import-export ou encore ceux qui font dans l'industrie, puissent bénéficier justement des avantages qui sont au niveau du port autonome de Kribi. Voilà. Merci à vous, Mike. Merci beaucoup. Un plaisir également, il faut le dire. Nous avons été à vos côtés. On a également pu expérimenter tout cela de très près. Merci. C'était le 4 septembre dernier, précisément, du côté du port autonome de Kribi, l'agence marketing Brains TS, aux côtés justement de ce développement économique, aux côtés justement de tous les partenaires. Une seule adresse, vous l'avez, le port autonome de Kribi. La bonne information, il faut impérativement l'avoir afin d'éviter bien sûr tout imbroglio. Merci à vous, Mike Signé, d'être passé sur For You Media Africa. Merci mon cher. Voilà. Alors, on ne saurait d'ailleurs fermer cette émission du Point sur l'actualité sans toutefois remercier nos panélistes, entre autres, M. Sheilou Lawson. Vous étiez avec nous en direct, bien sûr, de Manitoba, le congrès en lui-même. Je le disais avant de prendre cet instant aux côtés de nos partenaires. Il s'ouvre officiellement le 29 octobre prochain, et ce jusqu'au 4 novembre. M. Sheilou Lawson, on le dit souvent, le vin est tiré. Il faut le boire dans le cas précis, au regard également des arguments qu'avançait il y a quelques instants seulement le professeur Soro. Comment on y va en ayant bien sûr à l'esprit que nous ne sommes pas à l'origine d'un tel sommet? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas à l'origine qu'on devrait y aller résigné, estimant qu'il ne faut forcément rien tirer de ce rendez-vous, M. Sheilou Lawson, pour sortir de l'émission? Il me semble que quand on prend, n'est-ce pas, l'historicité du Congrès panafricain depuis 1900 jusqu'à passer par le Congrès de Paris en 1919 et puis le Congrès de Manchester en 1945 où Nkrumah a participé et le Congrès de 1957 à Accra, on a vu que ces congrès ont quand même été à la base des changements importants, des visions. Par exemple, 1957, c'est la décolonisation, c'est l'unité de l'Afrique. Et donc, en ce moment où l'Afrique reprend, en tout cas, il y a cet éveil de souveraineté sur le continent, il me semble que tous les Africains, les panafricanistes, doivent regarder cela et même s'impliquer d'une certaine manière pour pouvoir organiser le vrai congrès panafricain pour définir les nouvelles orientations de souveraineté et de libération du continent africain, face surtout au projet, n'est-ce pas? On a l'impression qu'on va vivre un bis repetita, c'est-à-dire l'Occident s'organise encore pour imposer
sa violence, sa prédation à travers une forme de recolonisation à l'Afrique, il me semble que ce congrès, en tout cas le 9e congrès, s'impose. Alors, est-ce qu'il faut, d'une certaine manière, aller à Lomé, reprendre la main sur ce congrès, reposer les fondamentaux pour réorganiser le congrès en ayant une certaine, en imposant les vraies thématiques et le sortir justement de cette forme de néocolonialité, parce que la France, comme l'a dit tout à l'heure le professeur sur le plateau, c'est la France qui est derrière, qui veut utiliser le Togo comme un tremplin pour donner un leader à la vague, récupérer cette vague et l'orienter dans le sens du néocolonialisme. On a vu ceux qui sont en train de préparer le congrès, il y a l'Infoca par exemple qui est derrière, il y a un certain nombre de soi-disant panafricains qui sont derrière en train d'organiser ça. Et les vraies thématiques, quand vous voyez les pré-congrès, les vraies thématiques ne sont pas posées. Et donc, on est dans le folklore panafricain, on n'est pas vraiment dans le vrai congrès. Donc, moi, je pense qu'il y a une opportunité pour les panafricains de reposer la question et peut-être d'organiser le vrai congrès, le vrai 9e congrès. Il faut se rappeler qu'en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a organisé le 8e congrès. Le Ghana n'était pas d'accord. Le Ghana a réorganisé le 8e congrès. Et donc, il y a des voix qui doivent s'élever pour poser le cadre structurant, le cadre idéologique et aussi les vraies visions pour que le Togo ne soit pas un moyen, n'est-ce pas, de phagocyter cette dynamique et l'orienter vers le centre de la France-Afrique ou du moins de la recolonisation de l'Afrique ou en fait quelque chose d'assez mercantiliste. Les vrais sujets ne sont pas posés, comme on vient de le dire, et fondamentalement, l'autre élément que je voudrais quand même aussi évoquer, nous pensons que le panafricanisme ou le congrès, c'est une énergie qui dépasse les hommes, qui dépasse les pays, qui dépasse le temps, qui s'inscrit dans la dynamique du temps, le temps long. Et donc, si ce courant vient passer par le Togo, peut-être que c'est l'occasion que tous les panafricains du monde entier reposent la problématique du Togo, et c'est peut-être une opportunité pour que ce que le professeur Nyaka appelle les forces ou les situations favorables puissent provoquer le changement nécessaire pour la libération du Togo. Et du Togo, puisque le Togo a été le prototype de la France-Afrique, du Togo, eh bien, le développement, en tout cas, la souveraineté, la libération de l'Afrique peut être lancée. Il faut rappeler que c'est au Togo qu'il y a eu le premier coup d'État, et c'est le coup d'État qui s'est métastasé dans toute l'Afrique et qui a connu la situation un peu délétère dans laquelle se trouve l'Afrique aujourd'hui. Donc, si le Togo peut servir encore de déclic, n'est-ce pas, pour sortir, monsieur Ché, sortons. À ce renouvellement, je pense que les grandes intelligences africaines peuvent saisir cette occasion et pouvoir en faire quelque chose de nouveau, quelque chose de dynamique, quelque chose quand même qui serve d'énergie, de force, n'est-ce pas, pour tous les Africains. Et il me semble qu'il y a une opportunité là. Dans quel sens ça va y aller? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que les Togolais ne sont pas du tout associés à cela. La diaspora togolaise ne participe pas, elle n'est même pas invitée. Et donc, voilà, les Togolais sont tout à fait indifférents à cette situation. Il faut vraiment en faire un congrès panafricain de tous les panafricains. Voilà. Chez Elou Lawson, le président du mouvement pour un Togo nouveau. Merci à vous depuis Manitoba au Canada. Merci également à vous. Tapé Groubera en direct de Bruxelles. Je rappelle que vous êtes enseignant, vous êtes écrivain, président du MORAF, le mouvement pour la renaissance de l'Afrique. Patient Parfum d'Homme sur le plateau. Vous êtes enseignant, le professeur Soro qui est également avec nous, universitaire. Merci à vous, messieurs, d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci.